pas envie forcément de regarder des trucs très compliqués pendant 1 heure pour comprendre la paye sur des sites hyper à l'ancienne où tu comprends rien. Et en fait, c'est pas parce que c'est de la paye qu'il faut que ce soit extrêmement ennuyeux. Chaque contenu peut devenir un canal de diffusion. C'est-à-dire, j'en sais rien, je fais un événement, je fais un petit déj avec mes prospects, et bah en même temps, à la fin, je vais mettre un QR code pour qu'ils s'inscrivent à la newsletter. Donc ça va devenir un canal. Et puis, en fait, ça va aussi être une opportunité de contenu parce que comme là, j'ai, je sais pas, un petit déj client, je vais en profiter pour faire des témoignages vidéo clients. Tout peut devenir un canal. Alors c'est un doc Notion où on a mis tous les contenus qu'on appelle la Sales Content Library avec un tableau, avec des filtres, et dès qu'on produit un contenu, on le met. Et en fait, eux, ils ont juste à filtrer en fonction de persona, taille d'entreprise, étape du funnel, etc. Et ils trouvent le bon contenu. Tu as mentionné un petit truc comme ça, mais qui est contenu, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est vrai que ce terme contenu... Ah, il veut tout rien dire. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous suivez les contenus qu'on produit avec Bulldozer, donc que ce soit aussi bien ce podcast avec Conquête, sur LinkedIn, notre newsletter ou directement sur notre site web, vous savez qu'on aime partager nos dernières astuces pour augmenter l'acquisition, la conversion, bref, générer plus de business. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un outil qui est très sous-estimé, notamment sur des sujets de conversion. C'est votre signature email. Votre signature email, c'est un moyen très simple de pouvoir diffuser des messages personnalisés auprès des prospects de votre choix. C'est pour ça que c'est très puissant pour des campagnes d'ABM notamment. À titre d'info, sur les campagnes ABM qu'on utilise chez Bulldozer auprès de nos clients, la signature email, ça peut être jusqu'à 36% de taux de conversion sur des contenus. Donc c'est vraiment très très élevé. C'est pour cette raison qu'on a choisi Signetic en partenaire de Conquête. Signetic, c'est une solution de personnalisation d'email qui vous permet de déployer des signatures pour tous les collaborateurs en quelques clics seulement. Il y a une intégration native avec Google Workspace et Microsoft 365. C'est connecté à votre CRM. Vous avez aussi la possibilité de créer directement vos designs dans Canva et de les déployer dans l'outil. Bref, c'est très puissant, très simple d'utilisation. Et avec le code Bulldozer20, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur l'outil. Merci à Signetic de proposer cette offre pour les auditeurs de Conquête. Allez, on attaque l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conquête. Aujourd'hui, on va parler contenu et j'ai avec moi une personne qui vient d'une petite start-up de l'écosystème qui s'appelle Payfit. Gabriel, merci d'être là, bienvenue. Donc, tu es Head of Content de Payfit. Est-ce que tu peux déjà, pour commencer, nous expliquer c'est quoi le rôle de content chez Payfit, quoi ? Alors, il y a, on va dire, 3 gros sujets majeurs. La première partie, c'est toute la partie contenu pour l'acquisition, donc tout ce qui est demand generation. La deuxième partie, c'est tout ce qui est contenu pour les customers. Et la troisième partie qui est du contenu mais pas que, ça va être du copywriting, être garant du tone of voice, et donc entre le content, la brand, etc. Si je te détaille ces scopes-là, toute la partie acquisition, c'est à la fois le SEO et après tout ce qui est contenu pour les sales, pour les aider à nurturer leur pipe, à closer plus rapidement, etc. Et tout ce qui est contenu pour la team growth, donc du téléchargement, d'e-books, de l'organisation de webinars, etc. Donc ça, c'est vraiment toute cette partie content marketing. La partie customer, ça va être plus... Alors, il y a une petite partie onboarding, comment on crée du contenu pour onboarder nos nouveaux clients. Mais c'est surtout, on va dire, de la fidélisation, de la rétention. Nous, on fait de la paye, c'est hyper compliqué. Nos clients, c'est pas des gens qui ont un background paye généralement. Et donc, du coup, il faut qu'on vulgarise tout le contenu. Donc, on va créer des contenus type newsletter, webinar, de vulgarisation juridique pour leur dire, voilà, attention, en ce moment, il y a ça, il y a cette échéance, il y a telle nouvelle loi. On essaie de leur faciliter la compréhension de tout ça. Et voilà, c'est vraiment les pôles majeurs. Ce qu'on fait peu, peut-être tu vas me poser la question, je l'anticipe, c'est du contenu très brand. C'est des choses qu'on ne fait plus trop aujourd'hui, qu'on a fait au tout début, mais ça marchait pas trop bien. C'était un peu hors sol. Les sales s'en servaient pas, la growth s'en servait pas. Nos clients lisaient pas trop parce que c'était trop théorique. On partait dans des trucs RH très généralistes. Il y a plein de gens qui le font mieux que nous, je pense. Et du coup, on s'est vraiment recentré sur notre cœur de métier et comment on peut aider nos clients, vraiment les aider comme Payfit les aide, en fait, un peu refléter notre solution, quoi.
Ok. C'est quoi que tu appelles du contenu brand? Ça va être plus des choses très dans l'inspiration, j'en sais rien. Alors ça peut être soit sur PayFit, comme on positionne PayFit, par exemple en tant que boîte hyper innovante, etc. Aujourd'hui, on va plus faire ça via Firma, plus de la leader advocacy, mais on va pas aller faire plein de contenu là-dessus sur comment PayFit a, j'en sais rien, lever des fonds, créer tout ce qui a été créé, etc. On va pas chercher à faire vraiment de l'inspiration pure parce que c'est pas ce que nos clients recherchent aujourd'hui. Je dis pas qu'on le fera pas parce que je pense que ça peut être hyper intéressant. C'est juste qu'aujourd'hui, on priorise et pour l'instant, c'est pas ce que nos clients attendent en fait. Donc on a un peu recentré. Oui, puis je pense qu'il y a des timings dans une histoire de boîte qui s'y prêtent plus que d'autres. Complètement, ouais. Juste pour préciser, Firmin, CEO de la boîte. Pardon, ouais. Oui, j'en parle comme si tout le monde le connaissait. Mais juste pour préciser, ok. Et côté format. Ouais. C'est quoi les formats? Donc sur la partie SEO, j'imagine bien de l'article. Voilà. Ouais. Tu as parlé de nurturing, ce genre de choses, les e-books. Bon, voilà, on en a parlé. C'est quoi les autres formats à disposition? Parce que notamment quand tu as parlé de l'onboarding, du coup, il y a plusieurs formats qui me sont venus en tête, tu vois, et je me suis notamment dit, potentiellement, il y a du contenu dans le produit. Ouais. Et donc, est-ce que ça fait partie des contenus sur lesquels vous êtes impliqué ou ça, c'est l'équipe product? Alors, de plus en plus. En fait, de base, on ne travaillait pas dessus, mais de plus en plus, on intervient parce qu'en fait, c'est du product, il faut une expertise product, il faut parfois une expertise UX writing, donc on a des UX writers, mais il faut aussi une expertise content pour savoir comment problématiser, comment structurer, comment être concis, justement comment vulgariser des choses hyper compliquées, parce que le product, il est dedans et c'est pas forcément évident pour eux d'aller vulgariser des choses qui leur semblent évidentes. Donc de plus en plus, on travaille ensemble, notamment sur des formats vidéo, ça c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus, qui vont aller dans le produit pour aider un nouveau client à faire ses premiers pas, à comprendre comment fonctionne PayFit. On a une PayFit Academy donc, qui va aider un nouveau client à comprendre la paye. On a retravaillé, nous, les vidéos en fait, pour que ce soit plus fluide, plus qualitatif aussi. Donc, ça va être beaucoup de formats vidéo pour l'instant qu'on développe sur l'onboarding. De vidéos très courtes, hein, vraiment. Ouais. Est-ce que le fait que vous soyez de plus en plus impliqué dans le produit, ça vient aussi du fait que, bon, historiquement, vous avez une motion très sales et puis de plus en plus, vous passez sur du self-serve, des choses comme ça. Ça vient de ça aussi? Oui, ça vient complètement de ça. C'est se dire, OK, product-led growth mindset, la self-acquisition qu'on développe de plus en plus, qui est quelque chose qui est assez récent quand même chez nous. Et donc, ça demande aussi de repenser complètement l'expérience utilisateur, client, prospect, enfin tout ça, toutes les frontières disparaissent quand même un peu. Et donc, dans cette optique-là, en effet, on travaille beaucoup plus avec le produit, avec le product marketing aussi. C'est des équipes distinctes pour se dire comment est-ce que le contenu peut avoir vraiment une valeur ajoutée et aussi qu'il y ait une cohérence entre le moment où on parle à un prospect et quand il est client, parce qu'en fait, on se rend compte aussi que si c'est pas les mêmes équipes, la manière de s'exprimer va parfois être très différente et on ne retrouve pas la marque. Donc, ça peut être le tone of voice, ça peut être des mots qui sont employés. Enfin, c'est plein de choses. Et en fait, s'il n'y a pas d'unité entre le moment où il est prospect et le moment où il est client, c'est un peu compliqué. Donc, le fait de travailler tous ensemble va aussi aider à créer cette harmonie qui est hyper importante dans l'expérience client-utilisateur. Et donc, ce que tu disais, et je trouve ça hyper intéressant, c'est que finalement, là, dans le type de contenu que vous développez, j'ai l'impression que votre souhait, finalement, c'est un peu de devenir la ressource RH juridique paye pour le marché. C'est un peu dans cette direction que vous allez en fait. Ouais, surtout juridique paye. Alors RH, on le fait forcément parce que c'est quand même une partie de oui, mais c'est vrai que ça inclut plein d'autres choses, effectivement. Ouais. Mais il y a tellement aujourd'hui de contenu RH qui existe que c'est pas forcément là qu'on aura la plus grosse valeur ajoutée. En tout cas, si c'est traité avec le lien entre RH et paye, oui, c'est sûr. Mais purement RH, on en fait un peu, mais c'est pas ce qu'on fait le plus. Là où je pense, pour moi, le contenu PayFit doit vraiment être là pour aider les petites et moyennes entreprises à ne plus galérer avec la paye. En fait, il faut qu'on les aide parce que c'est une galère. Et tout ce qui peut venir leur faire gagner du temps,
enlever de l'angoisse, etc., ça va être hyper utile. Donc c'est pour ça que des formats vidéo très courts qui vulgarisent, qui sont un peu sympas, des choses qu'on est en train de créer là sur YouTube, en fait ça, on a vachement d'attentes là-dessus parce que t'as pas envie forcément de regarder des trucs très compliqués pendant 1 heure pour comprendre la paye sur des sites hyper à l'ancienne où tu comprends rien. Et en fait, c'est pas parce que c'est de la paye qu'il faut que ce soit extrêmement ennuyeux. Donc voilà, il faut que ce soit drôle, il faut mettre de l'humour, il faut mettre les codes d'aujourd'hui. Donc c'est des codes qu'on peut voir même sur TikTok. En fait, il faut se permettre ça parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Vous exploitez des canaux comme TikTok? Non, on ne l'exploite pas. Par contre, dans la manière dont on pense nos formats vidéo courts aujourd'hui, on s'inspire en fait de ces tendances-là, quoi. Ok. Côté canaux, bon, les articles SEO, très bien. Vidéo YouTube. D'autres canaux que vous exploitez? Il y a social media au sens large, mais c'est pas forcément là où on est on n'a pas encore une stratégie qui est hyper poussée. C'est un des gros projets là de ce nouveau semestre. Après, on va avoir tout ce qui est newsletter, et puis tout ce qui est comment est-ce qu'on exploite notre base de données. Donc, c'est notamment énormément à travers des workflows de nurturing. Beaucoup de mots anglais, mais je pense que c'est ce qui parle le plus aux gens. Donc, ça va aussi être beaucoup par... on va aussi diffuser tous nos contenus via tout ce qui est des nurteurs. On va travailler beaucoup là-dessus. Et après, la diffusion, c'est... en fait, c'est se dire comment est-ce que ça peut passer en ads. Il peut y avoir des choses qu'on va mettre en avant sur le site web. En fait, c'est que chaque contenu peut devenir un canal de diffusion. C'est-à-dire, j'en sais rien, je fais un événement, je fais un petit déj avec mes prospects, et en même temps, à la fin, je vais mettre un QR code pour qu'ils s'inscrivent à la newsletter. Donc ça va devenir un canal. Et puis, en fait, ça va aussi être une opportunité de contenu parce que, comme là, j'ai, je sais pas, un petit déj client, je vais en profiter pour faire des témoignages vidéo clients, enfin des testimonials classiques. Enfin, voilà, en fait, il faut que tout, c'est un peu un cercle vertueux. Donc, en fait, tout peut devenir un canal. Oui, je suis d'accord. Oui, puis l'objectif, c'est justement de pouvoir réexploiter à fond. Complètement. Okay. Ouais, exactement. Ouais. Côté équipe, ça ressemble à quoi aujourd'hui l'équipe? Parce que j'ai l'impression que vous produisez quand même beaucoup de choses. Oui, alors on est intégré au sein de l'équipe marketing. En tout, on est 6. Donc il y a 4 content managers, une alternante content manager et moi. Il y a 2 content leads qui sont très seniors et qui vont chacune manager des content qui sont assez seniors aussi, en vrai. Et donc, il y a chacune à son scope. Et avant, on avait une personne qui faisait de la diffusion et du tracking et qui gérait le social media. En fait, c'est un poste que j'avais recruté parce que les content managers, ils produisent, mais ils ne diffusent pas et ils ne traquent pas. C'est-à-dire, ils adorent écrire, puis une fois que c'est fait, on produit autre chose. Oui, et puis en fait, c'est une to-do list. Voilà, c'est ça. On s'en fiche si ça marche. Si ça marche, ce qui est sympa, c'est d'écrire, quoi. Ok, bon, très bien. J'étais pareil. Hein. Et en fait, à force de les harceler en leur disant il faut diffuser, il faut traquer, etc., je voyais que ça leur plaisait pas et qu'en fait, elles avaient aussi beaucoup de choses. Donc, du coup, j'ai créé un poste d'une personne qui était là pour bosser en binôme avec chaque content et tout diffuser, faire des campagnes de diffusion, des databases de diffusion, que ce soit en interne ou en externe, hein, aussi auprès des sales, comment être plus présent pour bien diffuser. Et donc, cette personne a travaillé pendant 2 ans au sein de l'équipe contenu, ce qui nous a énormément aidé. Elle a mis en place, on en reparlera je pense après, mais plein de choses pour traquer, donc plein d'outils de data, de rituels de data, de forcer tout le monde à diffuser, à recycler, à réutiliser, etc. Plus elle gérait le social media. Mais en fait, au bout d'un moment, elle a géré tellement de choses et comme elle a réussi à créer plein de ponts avec toutes les équipes, que son rôle dépassait largement le contenu. Elle devenait une personne qui diffuse au sein de la team market, en fait. Et aujourd'hui, elle est campagne marketing manager parce que ça faisait beaucoup plus de sens. Donc, c'est au-delà du contenu, mais tant mieux, c'est une réussite, en fait. Ça montre qu'on a créé encore plus de ponts et voilà. Oui, et le fait qu'au départ, elle soit dans la team contenu, du coup, elle a le réflexe, dès qu'il faut diffuser des choses, d'aller regarder ce qui se fait côté content, en fait. C'est un peu l'avantage. Et puis, elle a du coup l'esprit, elle a été biberonnée au contenu chez Méfit, donc c'est sûr que c'est dans ses gènes, donc c'est génial, quoi. Ok, très bien. T'as fait le tour des membres de l'équipe? Oui. Et vous avez Alors ça, c'est France. Ok.
Donc moi, je m'occupe que de la France. Ok. Et il y a des content managers donc, au Royaume-Uni et en Espagne. Et là, il y a en fonction 1-2 content managers Ok. qui travaillent. Des personnes en externe? Très peu. On a une freelance en SEO qui, du coup, nous écrit un nombre d'articles par mois. On fait appel à des freelances vidéo de temps en temps, mais c'est tout. Ok. Et tu parlais rapidement de l'international là. Ouais. Comment est-ce que vous collaborez entre France Inter? Parce qu'en France, vous avez une avance qui est monstrueuse. Ouais. Du coup, comment est-ce que en fait, ça se gère, quoi? Bah, c'est pas évident et je pense que là on a encore beaucoup de choses à améliorer parce que comme tu dis, déjà on est beaucoup plus nombreux dans la team Content France. On est beaucoup plus seniors, on fait tout du contenu depuis assez longtemps, donc c'est plus facile, je pense, aussi pour nous. Après, la paye n'est pas du tout pareille d'un marché à l'autre. En France, c'est très compliqué. En Espagne, ça l'est. Au UK, pas du tout. Donc, en fait, les contenus qui sont très pertinents en France ne le sont pas forcément au UK, des fois pas du tout. On n'en est pas au même niveau de notoriété, donc on n'a pas forcément non plus les mêmes enjeux et on n'a pas tout le temps les mêmes personas. Donc, il y a une partie qu'on peut recycler. On essaye, mais c'est beaucoup de... En fait, on va plus se partager des bonnes pratiques, se dire, justement, pensez à diffuser, pensez à traquer. Nous, on a mis en place tel outil. Ça va plus être des bonnes pratiques ou tel format marche hyper bien. Le contenu au sein de ce format, ce ne sera pas le même, mais le format, il fonctionne très bien. Essayez-le. Donc, l'Espagne, par exemple, a commencé à faire beaucoup de vidéos YouTube. Et c'est là où on s'est dit, OK, ils nous ont dit ça marche hyper bien. Et on s'est dit, mais en fait, nous, on ne fait pas de YouTube, il faut qu'on le fasse. Donc, voilà, c'est plus de l'inspiration que vraiment de mutualiser les contenus. Il y a une petite partie qu'on mutualise, mais ce n'est pas la majorité, quoi. Ouais. Oui, c'est plus une relation partenariale finalement que... Ouais, exactement. Après, on essaye quand même de faire de temps en temps des campagnes globales. Donc, tu vois, on va faire une enquête auprès de 1000 professionnels du monde de la paye. Et du coup, on va poser les mêmes questions dans les 3 pays, ce qui va permettre à chaque pays d'avoir son livre blanc. Mais on va aussi pouvoir faire une comparaison entre les différents pays d'Europe, ce qui peut aussi être hyper intéressant. Donc, on va essayer de créer des opportunités. Mais elles sont pas forcément toujours évidentes. Oui. Et côté, parce que j'imagine qu'il y a aussi une grosse partie de design, et même des ressources design, vous les centralisez pas pour l'ensemble des pays? Alors si on va essayer, c'est pareil. En fait, si on se dit les e-books, on va tous avoir le même template d'e-book, d'infographie, pareil. Donc on essaye au maximum de reprendre tout ce qui est template design d'une équipe à l'autre, enfin d'un pays à l'autre. Ça, pour le coup, on y arrive plutôt bien. Et après, contenu, ça va vraiment... ça va être moins facile. Mais en fait, plus on partage et plus on se rend compte que il y a des choses qu'on peut partager. Il y a des expertises, il y a des réflexes, il y a des bonnes pratiques, il y a des conseils. Et en fait, c'est ça le plus utile. Et ça, c'est hyper... ça fait la différence, en fait. Ouais, bah... T'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais du coup, si on peut creuser un peu aussi la manière dont tu collabores avec les autres équipes. Ouais. Si tu peux nous expliquer notamment la partie sales, quoi. Moi je pense que ça c'est un truc qui intéresse pas mal de monde, c'est comment est-ce que en tant qu'équipe content on s'assure de bien collaborer avec les sales et surtout qu'ils utilisent bien ce qu'on produit. C'est surtout ça, qu'ils acceptent déjà nos meetings, c'est déjà un grand pas. C'était un gros... Enfin, pour moi, c'était un de mes enjeux. Enfin, j'en avais fait un peu un de mes enjeux quand je suis arrivée chez Payfit. C'était pas forcément dans la fiche de poste et dans les attentes, mais pour moi, c'était beaucoup plus clé que d'aller développer un blog RH, par exemple. Donc, j'ai arrêté le blog RH et je me suis concentrée sur les sales. En fait, dans mon expérience précédente, donc chez Gymlib, une start-up dans le sport, au début, on était B2C, on est passé en B2B. Et en fait, là, j'ai découvert ce que c'était que le contenu B2B. Pour être honnête, je ne connaissais pas trop. Et en fait, on n'était pas nombreux. Moi, les sales, c'était mes potes. On faisait du fractionné ensemble le midi. Donc, en fait, déjà, ils me parlaient. Ils me connaissaient, ils me parlaient, ils me répondaient. Et donc, du coup, j'ai passé énormément de temps avec eux, aller à des rendez-vous clients, de comprendre leurs problématiques, d'assister à des appels, etc. Et donc, j'ai créé du contenu avec eux. Et quand je suis arrivée chez Payfit, en fait, on était 300, personne ne me connaissait, il y avait une centaine de sales. Enfin, en fait, ils ne me parlaient pas, quoi. Et puis, très vite, le Covid est arrivé, donc on n'était même plus au bureau. Donc, en fait, c'est hyper compliqué de se voir. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose parce que tout notre contenu, on leur envoie, ils ne s'en servent pas. Ils ne savent pas qui on est. Et en fait, ils ont raison, notre contenu il est beaucoup trop éloigné de leurs priorités.
Et on a commencé à se dire, OK, on en fait une priorité. Il y a une personne, du coup, dans mon équipe qui est devenue vraiment lead là-dessus. Et on a mis un plan d'action énorme il y a, je pense, 3 ans. Moi, ça va faire 5 ans que j'y suis. Et c'était, OK, on va d'abord écouter des démos. Nous, on a Mojo, enfin, on avait, je ne sais pas si on l'a encore, mais Mojo qui enregistre toutes les démos. Donc, on a regardé, chaque mois, on avait un brainstorming avec toute la team content. Et il fallait qu'on ait regardé 4 démos. Et on avait un tableau Excel où on se mettait, OK, c'était quoi le persona, les pain points, quelles opportunités de contenu, enfin, quels insights, qu'est-ce que ça peut être comme opportunité de contenu. Donc, on a fait ça pendant 6 mois. En parallèle, on a assisté à des démos, visio avec des sales. On a fait du shadowing. On a commencé à se rapprocher. C'est un peu gênant parce que du coup, t'as un peu l'impression de sursolliciter. Tu mets des meetings, les gens viennent pas. Donc après, ils écoutent pas. Enfin, c'est un peu compliqué, mais bon, après, on l'a tous fait. Donc c'est le jeu. Et en fait, je sais pas, au fur et à mesure, il s'est passé quelque chose parce que en fait, on leur a dit, on va vous demander vos besoins, on va vous mettre des points tous les mois. À l'époque, on était organisés, enfin les sales étaient organisés en squad par convention collective, par taille d'entreprise, etc. Et donc, du coup, on s'est dit, OK, on va en faire avec chaque squad. Donc, on va avoir des ambassadeurs. Et en fait, tous les mois, on aura un channel Slack avec chaque squad. Et tous les mois, on aura un meeting et on va leur demander, c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos pain points. Nous, on a créé ça. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, non, etc. Et du coup, au fur et à mesure, ils ont compris que nous, on était là pour créer des choses qu'ils nous ont demandé. Donc, on a priorisé vraiment tout ce qu'ils nous demandaient en se disant, en fait, là, il faut leur dire oui. Parce que si on leur dit non 2 fois, 3 fois, ils ne nous redemanderont plus. Et donc là, on a commencé à créer tout ce qu'ils nous demandaient. Et donc, évidemment, ils l'utilisaient, ceux qui nous l'avaient demandé. Et à partir de tout ça, ça a fait la différence. Oui, tu crées de la confiance. Exactement. Et je pense 2 choses qu'on a créées qui ont été hyper utiles, c'est... alors, c'est un doc Notion où on a mis tous les contenus qu'on appelle la Sales Content Library avec un tableau, avec des filtres. Et dès qu'on produit un contenu, on le met. Et en fait, eux, ils ont juste à filtrer en fonction de persona, taille d'entreprise, étape du funnel, etc. Et ils trouvent le bon contenu. Donc, on leur a mis en avant les 10 qui performent le mieux, etc. Donc ça, c'est hyper facile pour eux de le trouver. Et le deuxième point, c'est qu'on s'est mis aussi à parler leur langage, parce qu'avant, on allait leur dire on a créé une enquête, voilà, c'est hyper intéressant, point. Bon, ok, super. Et en fait, maintenant, c'est ok, on sait qu'en ce moment, il y a tel sujet qui est hyper intéressant pour eux. Ou si vous avez, j'en sais rien, des bad timing dans votre pipe, vous savez pas comment les relancer, on a ce contenu, c'est exactement dans la problématique du moment, envoyez-leur. Le mois dernier, on a fait ça, c'est le top performer, on a regardé sur HubSpot, ça a généré 10 clients en un mois. Et en fait, à partir du moment où on parle le langage de la data, évidemment, c'est ce qui les intéresse, ça fonctionne. Oui, puis là, tu vois, tu donnais un exemple, bad timing et tout. Il y a aussi le côté, c'est clé en main. Exactement. En fait, je prends, je sais comment l'activer. Ouais. En fait, je le prends, faut le mettre dans cette case, voilà, je le mets dans cette case. Ouais, en fait. Ouais. C'est facile. Et on leur écrit en plus le texte qu'on leur met, du coup, ils ont vraiment plus qu'à faire un copier-coller. Et on fait aussi des trainings. Donc, régulièrement, on va travailler donc, avec l'équipe Sales Enablement. Et donc, on peut faire un training content. Et ça va être, OK, comment mieux écrire pour avoir plus de réponses dans les mails que vous envoyez. Avec des petites astuces, etc. Voilà, comment est-ce que ça peut changer. OK, là, on vous a pris les 8 objections principales. Donc, on se base vraiment, eux, leur propre bootcamp sales. Nous, on n'invente rien. Hein. Ça, c'est vos 8 objections, celles que vous entendez tout le temps. Regardez, à chaque objection, nous, on a ce contenu. C'est le top 3, il faut les utiliser. Et vraiment prendre tout leur scénario. C'est une espèce de matrice. En fait, au fur et à mesure, vous êtes un peu en train d'essayer de développer une matrice. Ouais. J'ai plus qu'à regarder dans la case voilà. et c'est bon. Quoi. Ouais, de matcher le besoin et le contenu associé. Quoi. Et si on se rend compte qu'il manque un contenu, ils nous le disent, on le priorise et derrière, on le développe. Et ça fait vraiment la différence. Et je pense que le dernier point, c'est de se dire, déjà on parle à tout le monde, on parle aux directeurs, on parle aux managers, on parle aux juniors, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes insights, donc hyper intéressant d'avoir tout ça. Et on met en scène les sales pour diffuser notre contenu en interne. C'est-à-dire qu'on crée un nouveau contenu, on pense que c'est hyper utile pour les sales. Plutôt que de nous le balancer dans un channel Slack où ils ne nous connaissent pas forcément encore tous, parce qu'il peut y avoir du turnover, etc.,
où eux sont nouveaux, on fait une mini vidéo. Alors ça, c'est pour les contenus premium, on ne fait pas pour tous. Mais on va faire une mini vidéo avec 2 sales qui, eux, vont répondre à des questions, un format un peu à la Combini, un truc qu'ils connaissent. Et ces 2 sales, et c'est eux qui vont le pousser ensuite dans le channel Slack. Et en fait, évidemment, s'il y a leur pote en vidéo et qui en plus envoie le message Slack, ça a beaucoup plus d'impact que si c'est nous qui l'écrivons. Donc voilà. Donc toutes ces petites choses-là mises bout à bout ont réussi à créer une vraie collab. Et aujourd'hui, ils nous disent qu'on est des business partners. Et ça, c'était un peu le Graal à attendre quand je suis arrivée, quoi. Excellent. Et est-ce que vous êtes impliqué dans les presses commerciales ? Non, pas trop. C'est plus le sales enablement. Donc nous, parfois, on va les aider sur certains sujets qui peut être... là, on est en train de retravailler la brand platform, donc ça demande à un peu revoir la manière dont on pitch le payfit, etc. Donc on va un peu intervenir là-dessus. Par contre, c'est vraiment le sales enablement. Okay. Ils vont nous consulter de temps en temps, mais c'est quelque chose qu'on a laissé au sales enablement. Ouais. Ok. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc. ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. L'équipe, donc là on a parlé de l'équipe Sales, l'équipe Product. Product, alors on n'a pas du tout on n'a pas autant d'interactions, de collaboration. En fait, justement, c'est que ça, c'était un peu la success story, ce qu'on a fait avec les sales. Oui. Et on veut essayer de le répliquer sur d'autres équipes. Mais après, c'est bien de commencer par l'équipe sales aussi, parce que historiquement, vous avez une culture qui est très, très sales. Clairement. Et puis, c'était le plus important. C'était un des enjeux pour moi qui était vraiment majeur. Product, c'est un peu plus compliqué parce que déjà l'organisation en interne va être un peu moins évidente pour nous. Comment dire ? En fait, il y a quand même moins il y a moins de projets pour l'instant. On bosse ensemble. On n'a pas forcément une roadmap hyper fournie de product et content, ce qu'on avait plus côté sales. Donc pour l'instant, ce qu'on fait, c'est plus qu'on va faire des one-shots avec différentes équipes. Et donc, on va travailler avec l'équipe onboarding, on va travailler avec l'équipe qui gère telle feature, etc. Et en fait, au fur et à mesure, comme généralement ça se passe bien, en fait, ça fait un peu l'effet boule de neige. C'est-à-dire que du coup, un tel va parler de nous, donc on va être impliqué dans tel projet. Et puis comme moi, je bosse beaucoup sur le site web, en fait, c'est très lié au produit, donc on commence à avoir des interactions avec le produit. Enfin, voilà. Donc là, c'est plus de le faire un peu étape par étape. Donc on a de plus en plus de rituels avec certains directeurs au produit pour savoir leur roadmap et savoir à quel moment ça peut être pertinent de travailler ensemble. Donc là, on le fait un peu pas à pas. Est-ce que dans un an, ils nous considéreront comme des business partners ? Peut-être. Écoute, on verra. Excellent. Mais ouais, j'ai l'impression que là où avec les sales, vous êtes je dirais, dans une anticipation constante, là, ce que tu décris du product, c'est que vous êtes plutôt dans de la réaction. Oui. Ouais. On essaye de plus en plus, à travers nos points trimestriels, d'anticiper ce qui va venir et d'essayer de créer des opportunités et de se dire, OK, là, il va falloir qu'on travaille ensemble. Donc ça, on le fait de plus en plus. Mais il n'y a pas encore ce côté vraiment... en fait, pour les sales, et pareil pour l'équipe growth, on est un peu une agence conseil en contenu. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait être hyper intéressant d'avoir pour le produit, mais qui, je pense, demande... En fait, c'est toujours la même chose. Je trouve que les gens, quand on fait du contenu, ils ne savent pas forcément ce que c'est. Donc, il y a quand même une grosse partie de sensibilisation, de montrer ce qu'on fait, de montrer la valeur ajoutée et de leur dire... Et c'est aussi
parfois, on voit des choses qui ont été faites, on n'a pas été impliqué. C'est pas grave, en fait. Nous, on va leur dire, voilà, on aurait pu peut-être faire ça. Regardez, nous, on a fait telle vidéo. Ça pourrait être hyper intéressant de reprendre un peu les mêmes codes. Et en fait, vu que c'est notre métier, normalement, on fait plutôt bien. Et du coup, ils vont se dire, ouais, c'est vrai, ce serait hyper intéressant. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire les prochaines vidéos pour l'onboarding, par exemple? Et c'est ça, en fait, qui va être, je pense, le plus efficace. Et pas d'arriver avec nos gros sabots en imposant nos trucs, quoi. Tu as mentionné un petit truc comme ça, mais qui est contenu, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est vrai que ce terme contenu... il veut tout rien dire. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment... Donc, les personnes qui ne travaillent pas au market, oui, bon, tu fais du contenu, c'est-à-dire... déjà, mais même au sein du marketing, en vrai... beaucoup de gens dans les équipes marketing, je pense qu'ils ne savent pas forcément ce que c'est que le contenu. Parce que l'équipe contenu, des fois, n'est pas rattachée à l'équipe marketing. Et ça peut être très obscur pour beaucoup de gens. Et en fait, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai voulu éviter quand je suis arrivée chez Payfit, c'est de se dire, je veux pas être une énième équipe contenu qui travaille un peu dans sa tour. On est vu comme des intellos qui écrivent toute la journée des trucs dont tout le monde se fout. Enfin, parce que ça peut être vu quand même comme ça. Soyons honnêtes. Je suis 100% d'accord. Ils écrivent des trucs théoriques, ils emploient des mots pompeux, mais en fait, ça ne sert à rien. On ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce qu'ils apportent. Va sur ChatGPT. Voilà. Et puis voilà. Exactement. Parce qu'en plus maintenant il y a ça. Clairement. Non, mais ça peut vraiment être ça. Et puis souvent c'est. Et moi, c'est pour ça que j'ai aussi insisté autant sur il faut diffuser et il faut traquer. Parce que souvent, c'est de toute façon, l'équipe contenu, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Puis ils n'ont pas de data. Donc en fait, on ne sait pas trop s'ils servent à quelque chose, quoi. Et déjà, c'est pas du tout valorisant. Oui. Pour les équipes, les content managers, c'est je travaille, mais je ne sais pas vraiment à quoi je sers. Donc au bout d'un moment, je pense que ça donne un peu envie de faire autre chose. Et en fait, c'est. Ouais, je pense que c'est vraiment hyper important de montrer ce qu'on fait. Et pour ça, il faut parler le langage des autres. Et donc, c'est pas en parlant juste un langage de... C'est pas que de l'écriture, mais en fait, si on reste que trop dans des sujets un peu trop... Enfin, il faut s'adapter à... En fait, il faut rajouter une dimension business dans tout ce qu'on fait. Ouais. Et c'est pour ça que le sujet de la diffusion, tu le mentionnais tout à l'heure, la grande majorité des gens qui font du contenu, ils ne diffusent pas. Et je pense que ça n'aide pas, en fait. Mais complètement. Et en fait, à partir du moment où déjà c'est diffusé et que tu vas sur un réseau social et que tu vois le contenu, il est là, déjà tout de suite, il se passe un truc. Tu te dis, c'est à ça que ça sert. Ne serait-ce que ça, en fait. C'est un truc tout bête. Hein. Tu as fait une transition toute trouvée sur le sujet tracking, data, machin. Qu'est-ce que vous monitorez? Alors, c'est quoi vos objectifs? Ça aussi, ça peut être une question intéressante, tu vois, parce que c'est quoi l'objectif d'une team data, tu vois? Ouais. En fait, c'était alors déjà pour moi, c'était de se dire il faut qu'on sache ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, parce qu'en fait, on peut créer pendant des années si on ne sait pas ce qui fonctionne. En fait, on tourne en rond et ça ne sert à rien. Donc, c'est savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Mais ce qui marche, ça veut dire quoi? C'est quoi le... Ouais, alors, au début, on n'avait pas de KPIs, forcément. Il faut ramener tant de leads. Hein, et même aujourd'hui, on ne l'a pas pour l'équipe content, on l'a pour l'équipe marketing. Et donc, c'est un effort commun, collectif. Mais on n'a pas, nous, un nombre de clients, etc. Après, c'est plus... En fait, il y a un moment, c'est aussi, tu te dis, tu sais, si tu vois qu'il y a deux leads sur un contenu qui a pris 10 jours à être produit, c'est pas satisfaisant, quoi. Donc, je trouve que c'est aussi en fonction de ton rapport effort, temps, et puis, c'est aussi en parlant avec la team data, la team market, de dire, est-ce que ça, vous trouvez concrètement, moi, j'ai déjà posé la question, est-ce que vous trouvez que ça, le nombre de leads, est-ce que vous trouvez que c'est satisfaisant ou pas? Est-ce que vous trouvez que la conversion elle est bonne? Donc voilà, ça va plus être des échanges avec des personnes de l'équipe growth. Mais moi, ce que je voulais, c'était leur soumettre aussi, leur dire, voilà, nous, ça, c'est nos chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec le risque qu'ils nous disent que ce soit pas bien, mais je pense que le risque valait... le jeu en valait la chandelle. Et c'était de se dire, il faut aussi que... En fait, il y a un moment où il faut qu'on soit capable, c'est ce que je disais, mais je le répète un peu toujours, mais de parler le même langage. Parce qu'une équipe growth, elle ne parle pas le même langage. Elle parle chiffres, c'est comme les sales. Et donc, nous, leur dire, on vous a créé une vidéo, super, mais bon, so what? Et donc, du coup, c'était se dire, on va pouvoir leur dire, en fait, ce que ça a amené... régulièrement, tous les trimestres ou semestres, leur dire ça, c'est ce qui a le mieux performé. Et eux vont traquer aussi dans les ads ce qui marche le mieux, etc. Donc en fait, eux aussi voient l'impact de ce qu'on fait.
Et donc, on s'est dit, bah, on veut tout traquer. Donc là, on est parti dans quelque chose de très exhaustif, avec tout ce qu'on pouvait, parce que la data, c'est quand même très compliqué, donc on n'a pas accès à tout, mais c'est aussi bien tout ce qui est newsletter, taux d'ouverture, à quoi ressemble notre base de diffusion, donc il y a qui, c'est quelle taille d'entreprise, c'est quel persona, c'est quel secteur, c'est social media, qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui marche le moins bien, etc. C'est tout ce qui est SEO, donc là on a une team SEO, il y a une partie qui est côté growth, donc elle va aussi nous donner toute la data sur ce qui performe le mieux. Et puis après, il y a tout ce qui est contenu, donc ton contenu à télécharger, combien il y a eu de leads, c'est quoi le... Enfin, MQL, lead to démo, démo to customer, enfin voilà, ça va vraiment être tout ça. On essaye vraiment de tout traquer. On a une feature HubSpot qui nous permet en fait de traquer ce que les sales utilisent. On crée des liens traqués pour les sales et donc du coup on peut voir ce que les sales ont envoyé. On a une team data qui travaille sur Looker et qui du coup nous a créé un tableau content Looker. Donc là on a des filtres, on peut voir en fonction de la date le nombre de téléchargements par contenu, de voir la répartition par taille d'entreprise, par persona. Enfin, on peut vraiment aller loin dans tout ça. Et en fait, ça, c'est génial. Enfin, cette personne qui nous a créé tout ça dans la team data, c'était incroyable parce que, en fait, c'est pareil, c'est que nous, on demandait, mais on n'était pas prioritaire. Et c'était ça aussi, en fait, l'enjeu, c'est aussi de se positionner pour dire, mais non, mais nous, on vous apporte quelque chose, en fait. Et s'ils considèrent qu'on leur apporte rien, ils nous font pas de data. S'ils nous font pas de data, on peut pas montrer qu'on leur apporte quelque chose, donc ça s'arrête pas. Et heureusement, il y a un moment, tout a changé. Et là, du coup, on est capable de leur montrer ce qu'on leur apporte. Et en fait, c'est génial d'avoir un tableau Looker parce que c'est pas nos interprétations, tout le monde peut le regarder. Et on voit très bien ce qui va pas. C'est beaucoup plus facile de réajuster ce qu'on fait. Oui, puis il y a une forme d'autonomie aussi au travers de la data de... Maintenant, en fait, j'ai plus besoin d'aller gratter à droite, à gauche et tout. Ouais. C'est là, je te montre. Exactement. Voilà. Et tout le monde peut le consulter. Ouais. Et il y a un autre point qui, je pense, est hyper intéressant pour notamment des boîtes qui n'ont pas forcément accès à tout ça. Il y a un truc qui est très utile, c'est Notion Analytics. Parce que nous, notre Sales Content Library, donc là où tous les sales vont piocher les contenus, donc c'est là où on met les liens traqués HubSpot. Sauf que, évidemment, ils n'utilisent pas tous les liens traqués parce que des fois, ils ont leurs propres liens, c'est plus facile, etc. Mais du coup, nous, sur Notion, on peut suivre le nombre de clics sur telle rubrique de la Content Library. Et donc, du coup, on sait là où les sales vont le plus piocher, on sait là où ils ont le plus cliqué, donc on sait les catégories qui marchent le mieux. Et donc, suite à ça, on a fait une V2 parce qu'on s'est dit, OK, il y a la moitié des catégories, ils n'y vont pas. Donc, en fait, les pain points, ça les intéresse, les conventions, ça les intéresse, mais tel filtre, en fait, ils y vont jamais. Donc, repensons tout. On a on a fait un document beaucoup plus simple. Mais du coup, nous, on a vraiment combien de pages ont été consultées chaque trimestre, on regarde par trimestre. Et ça, c'est hyper utile pour nous, en fait. Ouais, ça c'est fort. Ouais. Ouais. Ça, j'avoue, ouais. J'avais jamais vu le truc Notion Analytics là, pour savoir où est-ce que les sales ils allaient piocher les trucs et tout. C'est vraiment malin. Ouais. C'est parce qu'on sait qu'ils vont pas tout le temps utiliser le lien HubSpot. Et donc, si on voit que... Et donc, nous, on a chaque semestre, la personne qui nous donne donc la data, qui donc était dans notre équipe, mais du coup, maintenant, est vraiment plus marketing, nous dit, là, les sales, c'est les contenus qu'ils ont le plus, sur lesquels ils ont le plus cliqué dans Notion, la page qu'ils ont la plus ouverte. Et donc ça, c'est hyper utile. C'est excellent. Sur les derniers mois, vous avez eu un projet de buyer narrative ? Oui. C'est quoi ? Je me suis posé la même question que toi quand on m'a demandé de faire ce projet, pour être honnête. Alors, comment le faire de manière limpide ? C'est... Attends, je réfléchis. C'est un peu lié le buyer journée. Si on connaît l'expression buyer journée, c'est un peu la même chose. C'est en fait penser vraiment le parcours d'un lead à travers chaque phase de développement, on va dire, de maturation. Et c'est de se dire, il faut qu'on sache exactement qui attend quoi, à quelle étape, quand, à quel moment, sous quel format, etc. Donc, c'est un gros projet qui demande déjà de faire tout un mapping et un audit du contenu pour savoir en fait tout ce qu'on a, tout filtré par catégorie
pour derrière aller faire des pourcentages, de se dire, OK, dans tous les formats, j'ai X% de vidéos, j'ai X% d'articles, j'ai X% d'e-books. Je ne te fais pas tout. Et ça, pareil pour, OK, au sein de notre funnel, donc tofu, mofu, bofu, c'est quoi le pourcentage de chaque étape au sein du funnel. Donc, si j'ai 10% de mes contenus qui sont tofu, c'est peut-être déséquilibré, il faudrait peut-être que j'en crée plus. Et donc ça, on le fait pareil pour les personas. Est-ce qu'il y a des personas qui sont surreprésentés ? Et donc, en fait, grâce à ça, une fois qu'on a calculé tout ça, on arrive à savoir est-ce qu'il y a des choses qui sont surreprésentées, sous-représentées, première chose. Et deuxième chose, est-ce que c'est bien ou pas bien ? En fait, il y a des fois, c'est très bien qu'il y ait des choses qui soient surreprésentées parce que c'est ce qui performe le mieux. Donc, c'est qu'on a réussi. À l'inverse, on va se rendre compte que, parce que ça, on le croise avec notre dashboard Looker, et donc on a notre top performer. Et donc, si je me rends compte que, c'est par exemple un exemple qu'on a eu, dans mes formats, j'ai, je te fais le détail, hein, tu couperas si tu veux. C'est 5%, dans tous les contenus, on a 5% de comparatifs et 5% de simulateurs. Donc ça, on considère que ce sont des formats. Sauf qu'on se rend compte que dans le top 20 de notre Looker, globalement, c'est ça qui fonctionne le mieux. Donc c'est un peu dommage qu'on ait 40% d'e-book et que 5% de comparatifs, 5% de simulateurs. Donc en fait, ça, il va falloir qu'on en produise plus. Donc dans nos prio roadmap du deuxième semestre, c'est de développer des comparatifs et des simulateurs. Donc en fait, ça permet vraiment de détecter déjà tout ce qui va bien, il y a des choses quand même qui vont bien, et tout ce qui ne va pas bien. Donc on fait ça. Après, on l'a croisé avec nos buyer personas. Donc on a mis à jour tous nos buyer personas. Et donc une fois qu'on a eu tout ça, on a fait sur des slides PowerPoint, des slides qu'on appelle buyer narrative, où on va prendre pour chaque segment, là on n'a pas fait par persona, en fait, on a fait par segment, donc taille d'entreprise, pour chaque étape, quels sont ses comportements, quelles questions il se pose, comment il agit, quels sont ses pain points, quelles peuvent être ses objections, etc. Et ensuite, comment ça se traduit en contenu, qu'est-ce qu'il attend comme contenu, qu'est-ce qu'il attend comme format. Et donc ça pour chaque étape, pour chaque segment. Et donc ça donne une cartographie de tout ça. Et en fait, c'est un peu un manuel qu'on peut utiliser où on se dit, OK, donc là, on veut créer un contenu pour telle cible. Quelle question il se pose déjà ? OK, oui, donc là, en fait, c'est ça le contenu qui va le mieux performer. Et donc tout ça, on croise tout ça et on en fait des recommandations pour ce qu'il faut qu'on priorise. Et c'est pas que pour le contenu. Moi, je l'ai présenté du coup à toute la team marketing, donc France, parce que pour l'instant, on l'a fait pour la France. Les pays, eux, vont le développer. Et c'est de se dire, en fait, ça va tout nourrir. C'est que ça nourrit la manière dont on va s'exprimer, ce qu'on va mettre en avant sur le site web. Ça va remettre à jour aussi tous nos workflows de nurturing, parce qu'on se rend compte qu'il y a des fois, c'est peut-être pas les bons éléments qu'on a mis en avant. Ça nous a donné des nouveaux angles pour les ads, parce qu'en fait, on se rend compte que dans les comportements, il y a des choses qu'on n'avait pas forcément prises en compte. Donc voilà, l'idée, c'est de l'appliquer dans plein de champs du marketing, notamment sur le deuxième semestre, mais à long terme, quoi. Donc, après, il y a... nous, on a tout fait nous-mêmes. On peut aller encore beaucoup plus loin et prendre une agence, un cabinet externe pour rajouter une partie enquête auprès d'un panel qui n'est pas nos clients, nos leads, pour savoir ce qu'ils préfèrent consommer, quand, etc., etc. On a interrogé, j'ai oublié de le dire, mais on a aussi interrogé 200 clients pour comprendre leurs habitudes, leurs attentes, que ce soit en termes de contenu, pas lié à PayFit, vraiment leurs habitudes, leur consommation de contenu, mais aussi leurs attentes par rapport au contenu PayFit, de vulgarisation juridique, mais aussi d'onboarding, du quotidien, etc., quoi. Donc c'est vraiment essayer de comprendre comment pense un prospect de A à Z. Ok. Question. Ouais. Le Z, il est où ? Le Z. Est-ce que le Z, c'est le closing ? Alors, c'est une bonne question. J'aurais pas dû dire de A à Z. Je te l'aurais posé, mais j'aurais trouvé une autre manière de le dire.
En fait, l'idée pour moi, c'est que là, on s'est arrêté au closing. Sauf que l'onboarding, notamment dans le self-onboarding, dans cette logique de self-acquisition, tout est un peu revu. En fait, ça reste quand même un peu de l'acquisition parce qu'on peut les perdre en fait si l'onboarding se passe pas bien. Donc, l'idée, c'est de se dire que là, on l'a fait jusqu'au closing, mais qu'après, pour moi, il va falloir qu'on développe la même chose pour en fait le client. Et donc, du coup, si on développe le client, on va faire de l'onboarding au churn, normalement. Et il y a un moment où ça va se regrouper. L'onboarding va en fait faire le lien entre les deux. Donc, en fait, je pense que le Z, il va jamais... C'est sans fin. Hein. On est d'accord. Non, mais là, en tout cas, aujourd'hui, en l'état, votre projet s'est arrêté au moment du closing. Exactement. Ok. Ouais. Oui. Et donc, ce travail, tu vois, de mapping, parce que du coup, il y a un gros travail de mapping de c'est quoi les différentes étapes, c'est quoi les questions que les gens se posent, etc. Ouais. C'est un travail qui est fait, du coup, aussi en collaboration avec les autres équipes? Oui, complètement. Ouais. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'équipe Product Marketing parce que c'est lui qui a fait tous les buyer persona. Et en fait, c'est lui qui a fait tout ce qui était comportement, les triggers, les pain points, etc. C'est lui qui a fait tout ça. Et on a beaucoup travaillé ensemble après sur les questions qui se posent. Et lui a évidemment parlé au product, aux sales, aux customers aussi, etc. quoi. Sur un projet comme ça, vous avez fait une petite squad spécifique sur ce projet? Exactement. Et c'est quoi les rôles dans une équipe comme celle-là? Du coup, product marketing, tu vas dire? Ouais, product marketing, head of marketing France, qui elle, nous challengeait, amenait aussi un regard extérieur. C'est quelqu'un qui est arrivé il y a peu de temps, donc elle a aussi cet œil neuf que nous, on n'a plus forcément. Et moi, toute la partie content, tracking, D'accord. et un peu mutualisation de tout. Et après, moi, je me suis appuyée sur, dans l'équipe Growth, des personnes de la data, des personnes du SEO, des personnes, des grosses ops pour... j'avais besoin de data, il y avait des data que j'avais pas, j'avais besoin de confronter mes je ne trouve plus le mot, mon ressenti. Tes intuitions. Voilà, mes intuitions, merci. J'avais besoin de confronter mes intuitions à leur expertise. Et donc, je leur ai demandé un peu aussi de l'aide et de qu'ils me donnent leur avis sur ce que je faisais. Quoi. Ouais. Dans un RACI, c'est les gens qui ont été consultés. Quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Je n'ai pas fait de RACI, mais si j'en avais fait un, voilà. Ils auraient été mis dans la case C. Très bien. Le livrable final, ça ressemble à quoi? Une presse Google Slide. Ok. Et ça, comment est-ce que vous le leveragez pour la suite? Ouais. Alors, il y a une partie de diffusion interne. Donc, déjà, on présente à un maximum d'équipes. Moi, j'ai fait des one-one avec plusieurs personnes de l'équipe Growth. Je l'ai présenté à toute l'équipe marketing. Et après, nous, en contenu, on l'a transformé tout ça en toutes les idées que ça nous a données. En gros, moi, j'ai fait des rubriques, en gros, tout ce qui n'allait pas. Et pour chaque point qui n'allait pas, j'ai demandé à mon équipe de réfléchir à quels assets contenu pourraient répondre à cette problématique. Donc, typiquement, il n'y a que 5% de comparatifs. OK, qu'est-ce qu'on pourrait créer comme comparatif? Surtout qu'on se rend compte que c'est surtout Beaufou qui fonctionne. Donc, il faut des comparatifs Beaufou. Et donc là, on s'est toutes posées pendant l'été en se disant, OK, on réfléchit à toutes nos idées. On a noté toutes nos idées, on a fait un tableau avec des étoiles qui pensent que c'est le plus efficace. Et après, c'est comme ça qu'on s'est dit, ça, c'est les prios. J'ai fait un crash test auprès des personnes growth pour savoir si elles étaient d'accord avec nos prios. Et après, là, le rôle, c'est d'aller insuffler tout ça dans les roadmaps des autres personnes de la type growth et de se dire, OK, on va faire un point avec la personne des ads, c'est ce qu'on a fait, en se disant, ça nous donne plein de nouvelles idées d'angles, de concepts, etc. OK, on se note tout ça. Et ça, sur le prochain semestre, on va développer tout ça. Pareil avec la personne qui gère tous les nurteurs, etc., etc. Et j'ai un collègue qui m'a fait remarquer à juste titre qu'en fait, il y a beaucoup de slides, il y a beaucoup d'infos. Et en fait, au quotidien, tu vas pas aller regarder une presse de 40 slides. Et il me disait, ce serait bien que tu nous fasses un Notion avec vraiment les éléments clés qu'il faut qu'on garde en tête, un peu le one-pager qu'on consulte. Et je me suis dit, oui, c'est une ligne de plus dans la to-do, mais en fait, ça va être beaucoup plus utilisé. Et je pense que ça, c'est une très bonne idée, quoi. Et, question, parce que du coup, après, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des sujets d'IA, mais ouais.
filer tes 40 slides à une IA et lui demander de faire un one-pager, tu penses que c'est possible? Oui, sur principe, oui. Est-ce qu'il y a moyen que ça t'aide? Ouais, bah, tu vois, j'ai pas encore toujours le réflexe IA. Moi, je commence à l'avoir de plus en plus, là. Surtout pour condenser des trucs. Ouais. Let's go. En fait, c'est qu'il y a des fois, ça me prend plus de temps de trouver le bon prompt et de bien recréer l'assistant. Et donc, il y a des fois où je me dis, bon, je vais le faire moi-même. Ouais. Mais bon, sur du long terme, c'est bien. Sur du moyen... sur du court terme, c'est bien. Sur du moyen long terme, c'est pas forcément le plus efficace. Mais... Ok, et donc, moi, j'ai bien compris que effectivement, ce buyer narrative, j'ai très bien compris comment l'équipe content allait pouvoir livrer du truc. Et ensuite, effectivement, bon, bah, bien être au clair, notamment sur la partie acquisition, de ce type de contenu, c'est pour ce type de persona, ce type... voilà. L'équipe sales, t'en as pas vraiment parlé, mais du coup, eux... Non, Alors, les directeurs seront au courant parce que ça a été présenté à l'Exco, à la Leadership Team, bien sûr. etc. Mais après, dans le quotidien des sales, en fait, justement, je trouve que je pense que ce serait ne pas parler leur langage que de leur balancer ça comme ça. Je préfère justement leur dire, quand vous êtes là, vous avez déjà eu des démos, vous allez closer et il vous a sorti telle objection, vous avez ça. Oui. Je préfère on en revient sur la matrice. Exactement. En fait. Plutôt que de leur dire, regardez ces 50 slides. Oui. On en revient à la matrice, toi, en fait. Ça t'a permis de peut-être revoir un peu la manière dont tu organisais ta matrice. Exactement. Mais à la fin, le livrable pour eux, c'est... Voilà, eux, ils s'en fichent. C'est que moi, ça va m'aider à ce qu'on produise des contenus plus pertinents. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est du contenu pertinent, peu importe derrière comment on l'a pensé. Mais je pense que c'est vraiment utile au marketing pour nous s'assurer qu'on est toujours... on soit toujours hyper juste dans ce qu'on fait, quoi. C'est plutôt utile. Ok. On a parlé vite fait d'IA. Ouais. Est-ce que... En fait, j'ai envie qu'on ouvre un peu une espèce de porte sur comment être productif quand on fait du content. Ouais. Parce qu'on en parlait en off juste avant, mais bon, le côté un peu painful du content, c'est que c'est du temps incompressible, ça prend du temps, etc. Comment est-ce que vous vous y prenez pour être productif? Et notamment, est-ce que vous utilisez des IA? Ouais, alors on a Dust qui du coup rassemble plusieurs... ça nous permet d'accéder à ChatGPT, Claude et compagnie. Donc moi, j'ai un peu forcé mon équipe à s'en servir. Donc régulièrement, on fait des trainings. Encore là, dans 2 jours, on a un training, on va chacune se présenter nos assistants qu'on a itérés parce que les V1, c'était clairement pas ça. Donc, on a demandé des conseils à droite à gauche. Et donc, du coup, on s'est auto-formé, on a regardé pas mal de vidéos, etc. pour vraiment s'y mettre. Moi, de base, évidemment, je me dis, l'IA pour du content. Voilà. Sauf qu'en fait, je pense que c'est vraiment pas la bonne approche. Il faut savoir s'en servir, ça va être un allié. Et c'est hyper utile qu'on prenne ce tournant. Donc, c'est vrai que j'ai un peu forcé l'équipe en disant, il faut qu'on prenne le pli, dans un mois, il faut tout qu'on ait créé nos assistants, qu'on ait fait des tests sur ça. Chacune prend son scope et teste. Et en fait, on se rend compte que oui, ça peut être utile sur plein de choses. Alors, en copywriting pur, pour l'instant, pour créer un titre, un truc hyper percutant, franchement, je trouve que jusque-là, dans mon équipe, on est encore pour l'instant, on est meilleur. Je pense que ça va peut-être changer, mais je trouve que le temps que ça prend pour avoir un truc un peu bateau quand même, c'est pas fou. Oui, puis un titre de 10 mots, ton prompt, il te prend 2 heures à écrire. C'est ça, exactement. Viens, je te sors 10 mots. Là-dessus, j'y crois pas trop. Par contre, nous, on s'en sert beaucoup pour, par exemple, se dire, on a un article, on veut en faire une vidéo. Ok, on met l'article et on va lui demander de nous faire une V1 de script. Ça va être très utile. On s'en sert beaucoup pour faire des V1 d'articles. On va s'en servir pour faire de la veille. Il y a des fois où, je sais pas, par exemple, je voulais m'inspirer de code TikTok, de boîtes B2B. Alors, j'ai quelques exemples en tête, de Notion, de machin. Mais en fait, je lui ai demandé de me donner plein d'exemples de chaînes TikTok. Il m'a donné plein de liens. Et en fait, il y en a plein auxquels j'aurais vraiment pas pensé. Donc, ça m'a fait gagner un temps fou. On va lui demander de nous donner plein d'idées. Justement, des idées de contenu. En fait, si on lui explique vraiment la cible, le persona, et le buyer narratif va permettre, je pense, d'avoir des idées encore plus fines. Donc, pour de la génération d'idées, ça nous a pas mal servi pour reformuler. Je trouve qu'il est bon. Se dire, ok, on a des fois, nous, on écrit la V1, mais il y a des phrases trop longues, machin, etc. Est-ce que tu peux nous faire une V2 qui soit plus authentique, conversationnelle, naturelle, moins commerciale, pushy, etc. Là, je le trouve plutôt bon.
Voilà, donc on s'en sert pour plein de choses. Et puis après, il y a des trucs plus d'orga qui est quand on fait un meeting, il nous fait un compte rendu. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là, mais qui sont pas du tout liées au content, hein, mais liées à plus des méthodes de travail. Donc, mais je trouve que sur de l'écriture pure, sur vraiment nous créer. Enfin, je trouve que sa V1 ne sera jamais mieux qu'un vrai content manager. En fait, je trouve qu'il fait plus la version de quelqu'un qui n'écrit pas hyper bien. Alors peut-être que c'est nos prompts qui ne sont pas très bien écrits, mais on travaille beaucoup là sur les prompts, les assistants sur Dust, mais je trouve que ça se ressemble un peu tout le temps en fait. Donc, mais ça fait gagner beaucoup de temps en V1 par contre. Ah bah c'est clair. Et tu vois tous les mails de Nurter, enfin quand tu fais des workflows où il y a 5 mails et tu hyper personnalises, donc tu fais en fonction de la convention collective, de la taille du persona, très vite, tu as des trucs, tu peux avoir des centaines de mails. Là-dessus, franchement, j'ai passé un peu de temps à faire l'assistant, mais en fait, derrière, il me fait des V1 qui sont quand même très très bien. Je lui demande de pusher tel contenu, je lui dis ça c'est tofu, ça c'est bofu, et franchement, c'est pas mal. Et puis, moi, je trouve. Alors après, c'est peut-être parce que mon métier, ce n'est pas de faire du contenu, mais Ouais. Il s'avère que j'en produis quand même beaucoup. Et même après, tu vois, des années à écrire des trucs, j'ai souvent le syndrome de la page blanche. Ouais. Là, je l'ai plus. Ouais. Ouais, ça, c'est quand même clairement. un avantage. Ouais, en vraiment génération d'idées, structure, ou des fois, je sais pas, on veut faire des vidéos, on veut trouver des fun facts au début. Bon, bah, en fait, trouver des fun facts, ça prend vachement de temps. Oui. Pour ce genre de choses. 100% d'accord. C'est. Trouver des exemples, trouver. Exactement, ouais. Tous ces petits trucs-là, ça va être hyper utile. Bon, après, il faut vérifier parce qu'il y a un paquet de choses qui. Oui. Voilà, qui sont un peu inventées, mais on apprend encore à s'en servir. En fait, chaque semaine, on découvre des nouveaux usages. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, notamment dans le côté management d'une équipe, c'est que là, la personne qui est la meilleure chez nous, c'est notre alternante. Et c'est pas un hasard, c'est qu'en fait, c'est la plus jeune. Et en fait, elle s'en sert pour tout. C'est notre championne de Dust. Et c'est elle qui nous fait... Enfin, la dernière fois, c'est elle qui nous a fait le training. Et en fait, c'est ça que je trouve génial. C'est de se dire, en fait, elle nous apprend des choses. Oui. Elle nous challenge. Et je trouve ça génial que ce soit l'alternante qui fasse ça, quoi. C'est un peu une espèce d'inversion du rapport de force par rapport à cette connaissance-là. C'est un peu le mentoring inversé, quoi. C'est les jeunes qui apprennent aux vieux. Excellent. C'est très bien comme ça. On a parlé d'IA, mais c'est quoi les autres éléments que vous avez pour essayer d'être plus productif possible ? Je pense que c'est plus un état d'esprit que je vais essayer d'insuffler, qui est... alors déjà, pour moi, le tracking est hyper important là-dessus. C'est-à-dire, en fait, OK, vous avez passé... ça, c'est un des trucs qui vous a pris le plus de temps. Vous avez passé 4 jours à écrire ça. Ça a quasiment rien ramené. On voit que c'est dans le flop 20 de notre tableau Looker. En fait, on arrête. C'est pas la peine, quoi. Donc déjà, je trouve que regarder la data va aider à ne pas travailler pour rien. Ensuite, il y a se dire... moi, c'est le truc des 3 R, reuse, reduce, recycle. Que je leur martèle ça. Je pense qu'elles en peuvent plus. Mais je dis elles parce que ce ne sont que des filles. Hein. Et en fait, c'est de se dire... OK, déjà, on réduit... Parce que toujours pareil, comme on veut produire, en fait, on ne diffuse plus. Sauf qu'en fait, non, on attend, on produit, on diffuse, on produit, on diffuse. On attend de voir si ça marche avant de reproduire, etc. Donc ça, hyper important. Quand on réduire aussi, ça veut dire, avant de lancer un contenu, il faut s'assurer que ça va servir. Parce que des fois, on crée une vidéo et puis après, personne s'en sert. OK, on va s'assurer que growth, sales s'en servent. Product aussi, ils ont un besoin. OK, on mutualise. Donc c'est... faire le tour des équipes et se dire plus il y a d'équipes qui le veulent, plus on va le prioriser. Mixer ça évidemment avec les prix au business qui restent ce qu'on a toujours en tête. Ensuite, c'est recycler, réutiliser, c'est de se dire, c'est le classique, mais un contenu, il ne va pas servir qu'une fois, donc c'est des marronniers, donc il va servir plusieurs fois dans l'année, etc., etc. Et le truc classique aussi, qui est qu'un webinar peut devenir un article, un podcast, ça c'est les trucs classiques, mais voilà, qu'il faut garder en tête. Je pense que c'est beaucoup ça. Et ensuite, c'est... en fait, il y a un moment où quand un format marche bien, faut pas tout réinventer tout le temps.
Donc oui, il y a des fois, il faut sortir de sa zone de confort, il faut challenger les choses. Mais en fait, il y a un moment où quelque chose marche très bien. Continuons. Et puis, au bout d'un moment, on va... Enfin, n'attendons pas que ça décline, mais il y a un moment où on va... En fait, et c'est pour ça que les filles de mon équipe, c'est pour ça que je les trouve incroyables, c'est que avant même que je leur dise, là, il va falloir challenger le format du webinar, en fait, à un moment, elles vont arriver et me dire, je voudrais proposer autre chose parce que ça marche hyper bien, mais je pense que ça pourrait marcher encore plus. Et ça marche, en fait. Et en fait, c'est d'un côté, ça roule, et donc du coup, ça leur fait... Enfin, elles passent de moins en moins de temps parce qu'elles maîtrisent ce qu'elles font. Et puis, il y a toujours un moment où elles vont se dire, tiens, bah là, je vais pouvoir rajouter quelque chose. Et en fait, ça, je pense que c'est hyper bénéfique parce que tout roule, donc c'est fluide, mais tu vas te rajouter un petit truc qui va faire que, ça marche mieux, et puis toi, tu es plus motivé parce que du coup, tu fais quelque chose de nouveau. Et ça, je pense que c'est hyper utile. Et puis, c'est aussi de se dire, en fait, c'est l'art de dire non. Moi, j'ai fait des trainings à mon équipe sur dire non. Parce que, en fait, comme on a aussi voulu à un moment se positionner en business partner, être l'agence conseil en contenu, bah, le risque, c'est de dire oui à tout. Et si tu dis non, comme je disais, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on ne sollicite plus. Donc, en fait, tu dis oui à tout, sauf que tu as trop de choses et tu commences à produire. Et puis, tu te rends compte qu'en fait, ils s'en servent pas parce qu'une fois, on t'a demandé quelque chose, tu as voulu le faire tout de suite. Sauf qu'en fait, si tu avais attendu 2 mois, on te l'aurait jamais redemandé parce que c'était peut-être pas très utile. Donc, c'est aussi de se dire, OK, en fait, on priorise. Est-ce que c'est pris au business, etc. On va voir, on va proposer des solutions. Est-ce qu'on peut pas mutualiser avec un autre contenu? Il y a des fois, on se rend compte que, en fait, nous, on fait une vidéo sur le même sujet. On va juste adapter le format et en fait, ça va servir pour 2 équipes. Et c'est de se dire, il y a aussi des choses où on va le faire et d'autres où on va dire, on va avoir un œil dessus, on va juste être en consulting. C'est aussi savoir quel rôle avoir en fonction de l'enjeu. Et il y a des fois où, oui, peut-être que si on l'avait fait, ça aurait été peut-être encore mieux fait parce que c'est notre métier et que quelqu'un qui n'a jamais fait de vidéo et écrire un script, en vrai, c'est hyper dur. Mais si l'enjeu c'est pas la prio numéro 1, si on a juste un rôle de consulting et qu'on vient de challenger certains points, en fait, c'est pas grave, ça suffit. Et la fois d'après, on les aidera complètement parce que tout le monde aura mieux anticipé, etc., quoi. Donc voilà, je pense que c'est... C'est aussi faire preuve de leadership, en fait, ce que tu dis, tu vois. C'est avoir une posture de leader sur ton sujet. Ouais. Et savoir dire non, c'est aussi avoir une posture de leadership, tu vois. Et puis aussi, on se rend compte qu'il y a des sujets, il y a tous des moments où on a envie de développer un truc. Et en fait, PayFit, c'est aussi une boîte qui va très vite. Donc, il y a des fois où on se rend compte que 2 mois après, le sujet, il est plus d'actu. Donc, et il y a des fois où on le sent aussi. On se dit, OK, alors ça fait 3 fois qu'on nous le demande. Ce serait peut-être vraiment bien qu'on le priorise. OK, on va revoir la roadmap parce qu'en fait, là, il faut vraiment que... Enfin, moi, j'estime que, en fait, là, il faut qu'on bouscule notre roadmap pour ça. Et à l'inverse, il y a des choses où je me dis, attention, ça... on n'est pas du tout sûr. Attendons d'abord. Attendons d'avoir justement de la data, des insights côté sales pour s'assurer que là, on part dans la bonne direction. Et en fait, il y a des fois où en fait, on se dit que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas, telle intuition qu'on avait, on voulait se positionner sur, j'en sais rien, telle convention, ça ne marche pas. Heureusement que tout d'un coup, on n'a pas développé 10 cas clients de cette convention, quoi. Donc, c'est temporiser et je pense que c'est hyper important aussi de savoir dire non de temps en temps. Ah, oui. Surtout dans une boîte en croissance comme celle de PayFit, parce que sinon tu te fais vraiment écraser, quoi. Et en fait, tu te fais écraser et tu t'éparpilles. Et en fait, du coup, tu fais tout. Je pense que tu le fais pas forcément très bien. Tu le diffuses pas assez. Donc, ça marche pas bien. Donc, en fait, tu valorises pas ton travail. Oui. Donc, et du coup, tu te dis, c'est parce que j'en fais sûrement pas assez. Ouais. Et du coup, c'est vraiment l'espèce de cercle vicieux. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est aussi des fois dire, attendez, là, on vous a fait un seul contenu, mais c'est un master, c'est un contenu premium. Et en fait, il va aider beaucoup plus que 5 tout petits contenus clairement. pas hyper utiles. Et puis, c'est aussi se dire à quel point c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir réutiliser. OK, c'est un truc, là, c'est parce qu'il y a une actu chaude, mais on sait que dans 1 semaine, on n'en parle plus. On va développer un contenu, mais avec un minimum d'effort. C'est ça aussi, c'est le temps passé, quel est le temps qu'on va passer et se dire, OK, ça, c'est un sujet qui va durer 2 semaines, mais c'est ultra important, tout le monde va en parler. OK, on fait un truc très court et on adapte quel est le bon format. C'est aussi ça, quoi. Allez, dernière question. OK. C'est quoi les prochains défis ? Les prochains défis, c'est appliquer tout ce qu'on a fait sur le buyer narrative. En fait, c'est de la diffusion aussi. C'est-à-dire que le buyer narrative, c'est un 100%. contenu. Et en fait, il faut qu'on le diffuse. Et il va falloir qu'on le traque aussi. Donc, c'est
c'est très bien d'avoir fait ce projet. Moi, j'ai été ravie de le faire. Mais en fait, à moi de m'assurer que ça crée une dynamique et que tout le monde s'en serve et qu'on l'applique. Donc ça, c'est un vrai enjeu parce qu'en fait, des prêses qui dorment dans un drive, je pense qu'on en connaît toutes beaucoup. Et je voudrais éviter ce syndrome. Donc ça, c'est le premier enjeu. Il y a comment est-ce qu'on... c'est ce qu'on disait, on avait du sales... on passe au product-led growth. On crée aussi ce modèle self-acquisition. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire en contenu. Des choses qu'on n'avait pas encore développées jusque-là parce que ce n'était pas forcément l'enjeu. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion sur comment faire du contenu là-dessus. Il y a l'international, l'IA dont on a parlé. Et après, il y a un sujet... alors, ce n'est pas un défi à court terme, mais quelque chose qui, pour moi, serait un jour très, très intéressant chez Payfit, c'est de passer la frontière du B2B et d'aller plus vers le B2C. Donc, aujourd'hui, on ne le développe pas beaucoup. Mais je trouve qu'il y a quelque chose à faire. La paye, c'est un sujet qui te concerne en tant qu'employé, alors plus sur le terme de rémunération. Mais en fait, on en parle très peu. Et pareil, quand on en parle, c'est pas fun, quoi. Et je suis assez convaincue qu'il y a des choses hyper intéressantes à faire via, je pense, de la vidéo. Alors, est-ce que c'est sur du social media, par exemple, des formats très courts avec un angle d'humour, etc. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire sur parler de la paye aux employés qui connaissent mieux leurs droits. L'idée n'est pas de se positionner employeur contre employé, parce que nous, on veut que les deux soient satisfaits, mais vraiment de se dire qu'on va aider les deux. Et je pense que là, il y a un champ des possibles énorme qui nous attend. Et ça, je pense que ça peut être hyper intéressant à faire. Le message est passé. C'était une bonne occasion. Super. Pour les personnes qui veulent te contacter, te suivre, c'est LinkedIn comme a préféré tous les professionnels de ce monde. Oui. Ok, très bien. LinkedIn. Et écoute, Gabrielle, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir partagé tout ça. Merci à toutes les personnes qui sont encore là à ce moment-là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis vous connaissez la chanson, le like, le partage, tout ça. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Merci. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!